Monsieur le député Michel Moawad, bonjour. Bonjour, Merci de nous accueillir ici chez vous au Liban. vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Alors vous êtes député et président du mouvement de l'indépendance au Liban et vous êtes également candidat à la présidence de la République. Vous êtes aussi à la tête de la fondation René Mawad, du président défunt René Mawad, que l'on voit ici, votre père. Euh, on va commencer en parlant de cette fondation. Pouvez-vous nous présenter votre fondation? Comme vous avez dit, c'est une fondation que ma mère avait lancée un an après l'assassinat de mon père, donc en 1990. La fondation a pour but fondamentalement de protéger la personne, l'humain, human being en anglais, qui vit au Liban. Ce qui veut dire d'un côté la protéger, ça veut dire protéger les plus démunis. On a autour de ça des projets de santé, des projets de sécurité alimentaire, des projets d'aide humanitaire. Mais surtout, c'est une fondation qui a pour but de renforcer les capacités, de construire les capacités. Et donc, on préfère apprendre aux gens comment pêcher plutôt que de leur donner un poisson. Et autour de ça, nous travaillons dans plusieurs domaines, dont l'éducation. Je parle essentiellement de l'éducation informelle, c'est-à-dire l'éducation technique d'un côté et l'éducation informelle de l'autre, l'alphabétisation, le renforcement, le soutien scolaire. Deux, nous travaillons énormément autour des économies locales, donc de renforcer les économies dans les régions en partenariat avec les municipalités, avec les gouvernements locaux, avec le secteur privé local, sur plusieurs projets. La Fondation a aussi un projet agricole très développé. Nous avons travaillé sur des chaînes de valeur pour renforcer l'exportation agricole. Vous savez qu'au Liban, nous importons 85% de nos besoins alimentaires. Donc, nous tenons à renforcer une économie productive et ça doit commencer, surtout que cette économie productive, quand on parle de l'agriculture, on parle beaucoup des régions rurales, donc des régions les plus défavorisées. Nous avons travaillé sur des chaînes de valeur pour exporter plusieurs produits vers l'Union européenne pour la première fois de l'histoire du Liban. Et enfin, nous travaillons beaucoup sur le renforcement des petites et moyennes entreprises, en termes de soutien au développement de ces petites et moyennes entreprises, ce qui retrouve quelque part notre idée de productivité. La fondation aujourd'hui, c'est une famille de 300 personnes qui travaillent à travers le Liban, du nord au sud, de Beyrouth à la frontière syrienne dans la Bekaa. Nous sommes une des fondations privilégiées dans le rapport avec les institutions internationales, les Nations Unies ou les agences des Nations Unies, l'AFD française, le GIZ allemand, USAID et beaucoup d'autres institutions, et nous en sommes très fiers. On le sait, en ce moment, le Liban traverse une crise sociale profonde. À travers votre fondation, quels sont les impacts sociaux de la crise que vous constatez? Je crois qu'il ne faut pas être spécialiste pour constater l'impact de la crise. Nous sommes aujourd'hui, je sais que vous êtes là depuis quelques jours, je crois que vous voyez très bien les effets de cette crise au niveau d'abord de la déliquescence de l'État et des services de l'État. Quand on est... le budget de l'État, l'État est presque sans budget. Nous étions avec un budget de 18 milliards de dollars il y a 3 ans. Nous sommes à un budget de 600 millions, 700 millions de dollars par an, ce qui implique des implications très fortes sur l'infrastructure, les services de l'État, notamment au niveau de la santé, par exemple, les malades du cancer, les Libanais qui n'ont pas accès à leurs médicaments, au niveau de l'infrastructure, au niveau du travail. Aujourd'hui, plus de 80% des Libanais, selon les rapports des organismes internationaux, sont sous la ligne de la pauvreté. Donc il y a eu une implosion de la classe moyenne. Elle a été effacée par la crise. Les Libanais ont perdu leur argent, ils n'ont plus accès à leur argent dans les banques. Et donc, je crois qu'il y a très clairement un appauvrissement énorme, brutal
de la population libanaise qui est en train d'aboutir à des cas de suicide qui fait que les gens qui vivaient il y a juste quelques mois ou quelques années confortablement sont aujourd'hui en train de chercher pour pouvoir avoir accès à leurs médicaments, à leur nourriture. Et voilà, on vit un drame. On le sait aussi, le Liban traverse également une profonde crise politique et économique. Quel regard portez-vous sur cette situation aujourd'hui? Nous avons parlé ensemble des effets de la crise et elles sont claires. Mais il n'y a pas d'effet sans cause. Et je pense qu'il est tout à fait clair qu'il faut dénoncer les causes très clairement. Et donc oui, nous vivons une crise politique. Oui, nous vivons beaucoup plus en fait qu'une crise politique. Nous vivons une crise nationale, une crise de souveraineté. L'État libanais aujourd'hui est en train de partager sa souveraineté avec une milice qui a kidnappé son rôle et son pouvoir de décision. Nous vivons aussi une crise d'isolement du pays qui est directement liée à cette crise de souveraineté, puisque je parle clairement du Hezbollah qui est en train de prendre le Liban à devenir une géographie que l'axe iranien utilise dans sa confrontation avec le monde arabe et le monde dans la région, ce qui a abouti à un isolement du Liban qui a des conséquences sur sa stabilité politique et sur son économie, parce que comme vous savez, notre économie est une économie qui est fondée sur notre diaspora qui est présente à travers le monde. Nous vivons aussi une crise de gouvernance structurelle. Le non-respect des institutions, le non-respect de notre constitution a fait que nous sommes aujourd'hui pratiquement dans une vétocratie où les grands leaders confessionnels qui pour la plupart étaient les chefs de milice pendant la guerre ont un pouvoir négatif, c'est-à-dire ils ont un droit de veto et pas vraiment de pouvoir de décision. Les institutions ne fonctionnent pas. Je pense que la somme de cette crise de souveraineté et de cette crise de gouvernance a abouti à une corruption rampante. Un des plus forts taux de corruption a abouti à une non-existence des services publics. On a parlé de la santé, de l'éducation, de l'électricité. Donc l'État n'existe plus pour les gens et évidemment a abouti à un surendettement parce que fondé sur des politiques financières qui n'ont fait que refinancer le système plutôt que de le réformer. À un moment donné, tout ça a implosé et on est aujourd'hui, en plus de la crise, de toutes ces crises-là, nous vivons une crise économique et une crise financière aiguë. Je vous ai dit, les gens n'ont plus accès à leur argent. Nous le disions, vous êtes candidat à la présidence de la République libanaise. Si prochainement vous êtes élu président de la République, quelles mesures souhaiteriez-vous prendre pour mettre fin à toutes ces crises que subit aujourd'hui le Liban? La difficulté de la situation, c'est que nous devons traiter avec toutes ces causes à la fois. Ça va être un travail multidimensionnel. D'un côté, il va falloir recommencer à renouer le Liban avec ses relations arabes et internationales. Je crois qu'il est essentiel que le Liban ait un filet de sécurité arabe et international qui est la seule façon de rebondir notre économie et de trouver un filet de sécurité qui nous permette de sortir de la crise avec les institutions internationales, le FMI et d'autres. Je crois qu'il va falloir très clairement que je travaille à restaurer l'autorité de l'État et donc sa souveraineté. Et trois, à m'assurer qu'on revient vers l'application de la Constitution et sa réforme là où il faut la réformer, en commençant par deux grands axes de gouvernance qui ne sont pas seulement de gouvernance, mais qui sont l'indépendance de la justice. Nous ne pouvons pas reconstruire le Liban sans responsabilisation. On ne peut pas continuer à vivre dans un pays où il y a des crimes, mais il n'y a pas de criminels. Il y a une corruption, mais il n'y a pas de corrompus.
Donc non, la base est de dire, voilà, il y a un moment qui doit finir, il y a une page que nous devons tourner très clairement, et une justice indépendante est la base de la reconstruction de l'État, évidemment avec une administration indépendante et un modèle de gouvernance réformé autour de l'accord de Taïf de notre Constitution qui prévoit entre autres une décentralisation renforcée. Et finalement, il va falloir remettre un nouveau modèle économique pour le pays. Le Liban doit retrouver sa place dans son environnement arabe et international. Il y a un changement énorme dans le monde arabe, vous le voyez au sens économique. Donc nous devons revoir notre rôle autour, évidemment, des bases d'une économie libre, mais plus juste. Nous avons besoin que ce soit l'État et non les leaders politiques qui y assure au peuple libanais les filets de sécurité sociale, la santé, l'éducation et les services essentiels de l'État. Et évidemment, il va falloir faire les réformes nécessaires au niveau d'un côté du secteur public, la taille du secteur public, les réformes dans l'électricité, entre autres au niveau du contrôle des frontières, au niveau du règlement de certains dossiers essentiels, dont la délimitation des frontières au sud dans les fermes de Cheba, qui sont une base qui sont en train d'être utilisées. La non-délimitation est en train d'être utilisée pour créer de la tension permanente à l'est, au nord, dans la mer. Et le dossier, évidemment, des réfugiés syriens. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, le Liban a plus d'1 million de réfugiés syriens sur une population qui fait 4 à 5 millions d'habitants. Vous voyez ce qui se serait passé en France si vous aviez un quart de votre population qui sont des réfugiés. Donc il y a des dossiers à mener et on a besoin d'un filet de sécurité international, du FMI et évidemment d'un président qui représente l'État et non les partis et non ce que le général de Gaulle appelait le régime des partis. Nous savons aujourd'hui que le Parlement libanais a la charge d'élire un président de la République, mais en ce moment, il n'arrive pas à se mettre d'accord sur un nom. Pensez-vous réussir à convaincre toutes les forces politiques, ou au moins les 2 tiers des députés, à vous élire pour pouvoir être un président fort? Je pense que justement cette histoire de 2 tiers, avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est une lecture de la Constitution. Et ce n'est pas la Constitution, clairement. La Constitution ne parle pas d'un quorum permanent des 2 tiers. Elle parle d'un quorum des 2 tiers dans le premier tour et ensuite d'un quorum normal, c'est-à-dire de la moitié plus 1 dans les tours qui suivent. Je pense que de lire la Constitution dans une logique d'un quorum des 2 tiers permanent et continu fait partie de l'affaiblissement des institutions de l'État. Parce que, en général, quelqu'un qui a les 2 tiers dans un pays qui est aussi divers, en général, ça aboutit au plus petit commun dénominateur, c'est-à-dire rien. Et donc, la peur que j'ai, un président fort n'est pas un président qui n'a d'avis sur rien, et donc qui, en étant le plus petit commun dénominateur, finit par être élu parce qu'il est gris, parce qu'il n'a pas d'avis, parce qu'il ne veut défendre rien. Je pense au contraire qu'un président fort est un président qui a un avis clair sur une solution claire et qui puisse représenter l'État dans un pays où l'État est en train d'être déchiqueté, d'abord est en train d'être kidnappé par une milice armée et déchiqueté par les partis de la corruption. Aujourd'hui au Liban, le président de la République doit être un chrétien maronite. Beaucoup de partis chrétiens existent au Liban, les phalangistes, le courant patriotique libre, les forces libanaises, Marada. Est-ce que vous avez entamé des discussions avec ces partis politiques pour tenter de les unir autour de votre candidature? D'abord, je ne pense pas qu'il faut faire très attention, quand même, si le président est un chrétien maronite, c'est un président pour tous les Libanais. Donc oui, il doit évidemment avoir une légitimité dans son propre environnement, mais aussi
représenter l'ensemble des Libanais et l'État libanais. Sinon, nous ferions exactement ce que nous sommes en train de critiquer. À ce niveau-là, en tout cas, pour répondre directement à votre question, ma candidature a déjà été soutenue par la moitié des députés chrétiens qui représentent, si on reprend les dernières élections, plus de 70% des voix chrétiennes. Donc, je suis aujourd'hui, je crois de façon très claire, le candidat qui a été soutenu par les plus grandes forces chrétiennes, mais pas seulement. D'un côté, l'importance de cette candidature, c'est qu'elle a été soutenue, mis à part le problème Amal Hezbollah ou Hezbollah Amal, on doit prendre à la priorité que tout le monde connaît. C'est une candidature qui a été soutenue par des forces d'opposition diverses, des forces du changement, de certaines forces du changement ou de certains députés du changement, c'est-à-dire qui ont été élus à travers la plateforme de la Révolution, aux forces libanaises, au Kataeb, à mon bloc parlementaire, le bloc du Renouveau. Donc, c'est une candidature qui a son assise politique et populaire, mais je reviens à dire, je tiens à être le président de tous les Libanais et non pas seulement des Maronites. Il y a quelques minutes, vous nous parliez du Hezbollah. Le secrétaire général du parti, Hassan Nasrallah, a annoncé il y a 2 jours soutenir la candidature de Slimane Frangieh, le chef du parti des Maradas, dans la course à la présidence de la République. Comment accueillez-vous cette nouvelle en sachant que le poids politique du Hezbollah aujourd'hui au Liban est très fort? Oui, mais c'est clair que c'est un poids très fort. Nous disons que le Hezbollah a kidnappé l'État et sa décision à travers ses armes. Et c'est justement ce projet-là que nous sommes en train de confronter. Je pense que le Liban et ses institutions ne pourront renaître que dans une logique de souveraineté totale. Et c'est pour ça que Hassan Nasrallah a le droit d'avoir son candidat et nous avons le droit de le confronter. Et sur ce soutien, Slimane Frangieh, quelle est votre Quelle que vision? soit la personne n'est pas très importante. Il se fait par ailleurs que Slimane Frangieh, dans la même logique, que nous nous opposons à cette candidature, d'abord pour des raisons politiques stratégiques. Je pense qu'il représente d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il a été nommé, la continuité de la couverture, de la milice et donc de la non-souveraineté de l'État, et du système de corruption qui est établi au Liban. Hassan Nasrallah a également déclaré être ouvert à des discussions pour tenter de trouver un candidat de compromis. Pensez-vous pouvoir être ce candidat de compromis qui mettrait tout le monde d'accord? D'abord, je ne sais pas s'il a dit que pour arriver à un candidat de compromis. Je pense que pour lui, il est prêt à ouvrir des discussions tant que nous acceptons son candidat. Donc, il va falloir nuancer un peu ses propos et les lire de façon plus nuancée. Deuxièmement, je pense être un candidat de solution. Je ne cherche pas à être un candidat de compromis. Je pense très clairement que souvent le compromis au Liban vient au détriment de la clarté et donc des positions claires vis-à-vis des choses. Je crois que le Liban ne peut pas s'en sortir avec des solutions grises. Il ne peut pas s'en sortir, je l'ai dit, je le répète, si quelqu'un a un cancer, on ne peut pas rétablir sa santé en disant il ne faut pas en parler. Parce qu'il y avait dans les générations avant nous, vous saviez, très souvent, dans tous les pays, d'ailleurs en France aussi, on ne parlait pas d'un cancer, on disait il a une maladie. C'est à partir du moment où on définit clairement les choses qu'on commence à trouver une solution. Donc je suis un président d'unité dans le sens que je voudrais représenter l'État pour tous les Libanais et pas pour une confession. Je pense que je voudrais réunir les Libanais autour de l'État qui seul peut les réunir, parce qu'en dehors de l'État, ce sont des projets partisans, des projets miliciens, des projets de dissension, de guerre.
et donc, seul l'État nous réunit, mais je ne cherche pas du tout à être un candidat de compromis dans une logique libanaise, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui veut défendre l'État, quelqu'un qui veut défendre la milice, et on trouve quelqu'un au milieu. Non, je ne suis pas cette personne. Aujourd'hui, si vous ne faites pas l'unanimité pour devenir président de la République libanaise, seriez-vous prêt à retirer votre candidature au profit d'un autre candidat qui, qui aurait l'accord de tous les autres partis politiques et que vous estimeriez capable de redresser le pays? Je l'ai dit, je le répète, ma bataille est une bataille politique, elle n'est pas une bataille personnelle. Et donc, oui, je serai certainement prêt à soutenir un candidat, mais un candidat souverainiste, un candidat réformiste et un candidat que je considère être capable, comme vous avez dit, de sauver le pays. Et non pas un candidat qui soit en train de couvrir la continuité du système qui nous a fait aboutir là, ou bien un candidat sous la logique du compromis qui n'est d'avis sur rien. Aujourd'hui, la communauté internationale se mobilise énormément pour aider le Liban et la France est un des principaux acteurs de cette coalition. Comment accueillez-vous cette initiative française? Je vais plutôt parler d'intérêt français pour le Liban plutôt que d'initiative, parce qu'il n'y a pas une initiative claire, mais plutôt un lobbying français pour le Liban. Et évidemment, je l'ai dit au début, je pense que le Liban a certainement besoin d'un filet de sécurité arabe et international à un moment où nous avons perdu l'attention du monde, parce que les gens en ont marre, et quelque part, ils ont raison. Je crois qu'il est très important que le Liban ait des amis et un filet de sécurité. Je pense que le rôle de la France est un rôle positif. Une dernière En ce question. sens. Une dernière question. Avez-vous l'espoir d'une sortie de crise rapide et de revoir rapidement un Liban prospère? Bien sûr, et c'est pour ça qu'on se bat. Je pense que les choses sont devenues claires. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous avons besoin d'espoir. Les Libanais ont besoin d'espoir. Ils leur ont volé tout, leur argent, leur mode de vie, leur culture, notre diversité, notre démocratie, notre État. Et donc, on reste accroché à une chose qu'on ne laissera pas voler, c'est l'espoir. Et nous allons nous battre pour reconstruire ce pays. Et il en a les moyens. Nous avons toutes les ressources humaines, historiques, économiques. Les Libanais qui sont en train de réussir partout dans le monde, qui sont en train de participer à construire l'économie de pays voisins, savent très bien comment reconstruire le leur. Mais je pense qu'il faut commencer par quelque part. Et ce quelque part, c'est un président de la République qui représente l'État et son autorité. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci.